Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle et du patrimoine pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte. On ne va pas se mentir, c'est un peu ambitieux. Mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors je vous propose d'explorer cet univers sans aucun filtre, avec des experts dans chaque domaine. Abonnez-vous, des conseils gratuits, ça commence par là. La Martingale est rendue possible par OTA Capital. OTA Capital est une société de gestion d'actifs indépendante et entrepreneuriale qui accompagne des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs et des familles dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel. En gros, si vous avez besoin de conseils sur le plan fiscal, juridique, financier ou social, je vous recommande vivement de contacter OTA Capital sur la martingale@otacapital.com, avec un tiret entre OTA et Capital. Rencontrez-les, ils sauront vous guider. L'idée d'OTA Capital, c'est du bon sens et de la pédagogie dans la gestion patrimoniale. Allez-y! Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir dans la Martingale Georges Viglietti, le patron, CEO, cofondateur de SoWeFund. Salut Georges. Salut Mathieu. Alors, je voudrais aujourd'hui, si tu le veux bien, qu'on parle de quelque chose que tu connais très bien, puisque c'est quand même un peu ton métier. Comment devenir milliardaire ou comment faire fortune déjà, ou comment gagner un peu d'argent, ou comment ne pas trop perdre en investissant dans des startups. C'est un sujet intéressant parce que évidemment startup dit risque généralement, voire risque maximal. Et donc du coup, j'imagine qu'il y a aujourd'hui un recul suffisant. C'est finalement un business qui est assez récent. Il y a quelques très rares Américains qui faisaient ça peut-être avant 1990, mais dans l'absolu, tout ça date plutôt du début des années 2000, voire s'est amplifié depuis 10 ans. Et vous êtes à fond là-dedans chez SoWeFund. Tu peux juste me dire ce que vous faites exactement ? Alors chez SoWeFund, on est une plateforme d'investissement participatif. On permet à tout un chacun d'investir dans l'innovation, dans des startups qu'on va sourcer. En fait, notre métier, c'est de trouver des bonnes opportunités d'investissement, des entreprises qui sont intéressantes, qui sont viables et qui ont un fort potentiel de développement et donc de revente. Quand vous investissez dans ces entreprises, vous prenez des parts, réellement des actions. C'est ça notre métier. Et derrière, l'objectif, c'est de les revendre à 5, 6, 10 ans maximum, avec évidemment une plus-value. Ça, c'est l'objectif principal, un retour sur investissement. Et le deuxième objectif aussi, c'est que son argent ait une certaine utilité. Et ça, c'est ce qu'on fait en investissant dans des jeunes entreprises plutôt qu'en investissant dans la bourse, en investissant sur des produits à destination de l'immobilier ou des choses comme ça. On donne du sens un petit peu à votre argent. Donc tu as des contributeurs, comment tu les appelles, t'as une sorte de marketplace, t'es un intermédiaire entre des sociétés, des startups qui cherchent de l'argent frais, souvent en early stage, et des gens qui cherchent à investir. Voilà, nous on est un intermédiaire et on est un peu plus que ça. On n'est pas uniquement une vitrine. Notre métier, c'est d'aller trouver les entreprises. Ouais. Elles nous contactent, on va les chercher dans les deux sens et de les sélectionner. Il y a à peu près, en fonction des années, on va dire qu'on sélectionne entre 3 à 5% des dossiers qu'on étudie. D'accord. Pour les mettre sur la plateforme. Notre métier, c'est vraiment d'être un pré-filtre. Ok, donc 3 à 5%, on va revenir là-dessus parce que c'est hyper important, parce que souvent on a en fait le schéma traditionnel, on est d'accord, moi en tout cas c'est peut-être celui d'un ancien monde, mais je suis pas complètement sûr que ça se passe pas encore beaucoup comme ça. C'est le pote du frère de ton cousin ou la copine de la mère de je sais pas qui te dit j'ai un super projet, je cherche 40 000 € ou 200 000 €. Voilà, souvent on est très souvent en très early stage sur des tout petits montants. Puis tu le rencontres, puis tu trouves que le projet est très bien, puis t'y connais rien, et puis tu te fais éclater. T'y vas quand même. Et même des fois ça peut marcher. Pas de critique là-dessus. Juste pour revenir sur ce que tu disais en introduction. En effet, investir dans les startups, ça date début des années 2000. Du moins, ça a commencé à structurer début des années 2000. Jusque dans les années 2000, c'était exactement ce que tu disais, de la love money. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'était du réseau. C'était pas que comme ça. Par exemple, il y avait des conseillers en gestion de patrimoine qui avaient également des investisseurs dans leur réseau et du coup, des entrepreneurs pouvaient les contacter pour trouver des business angels, des investisseurs. À partir du début des années 2000, il y a des réseaux de business angels qui se sont créés.
ces réseaux de business angels, ils ont structuré un petit peu le marché du financement des startups en amorçage, c'est-à-dire des boîtes qui vont chercher, comme tu disais, entre 100 000, allez, on peut monter aujourd'hui jusqu'à 2 millions d'euros. Ça reste de l'amorçage aujourd'hui. Ils ont structuré le marché. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 80 réseaux de business angels en France. Un réseau de business angels, c'est une association. C'est bénévole, association loi 1901, qui réunit, entre 50 à 200 business angels, qui organise des pitchs, qui fait passer des entreprises, et après les business angels discutent individuellement avec ou en réseau avec la société et investissent. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans les années 2000. Il y en a eu beaucoup et ça a fonctionné. Et quand on parle de ça, on dit comment est-ce qu'un investisseur particulier peut investir dans une startup directement. Et puis il y a maintenant 5-6 ans, il y a un autre mouvement qui s'est créé, c'est des plateformes d'investissement participatif. Donc nous, on a un agrément, on est conseiller en investissement participatif, comme toutes les plateformes, et ça nous permet également de gérer l'argent. Donc nous, comment est-ce qu'on appelle nos membres ? C'est des investisseurs, ce sont des investisseurs. L'intégralité des membres qui sont dans notre plateforme, on les considère comme tels, qui mettent de 100 euros à 180 000 euros, par exemple, notre plus gros ticket individuel sur un dossier. C'est la même chose, ce sont des investisseurs. Et nous, on va gérer tout leur processus d'investissement. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire sur la plateforme. Ils vont virer les fonds, ils vont signer le bulletin de souscription, et après, ils vont aussi suivre l'évolution de la société. Compris. On va pas juste les faire investir et terminer pendant 6 mois, plus de nouvelles. Oui, parce que t'as quand même, toi, un intérêt dans les 2, 3 ou 5% que tu choisis, à pas te faire éclater systématiquement. Enfin, je veux dire, si tu perds tout le temps, il y a un moment où t'as ce qu'on appelle un track record, non, c'est ça, hein, donc t'es quand même un peu redevable de montrer que tu fais des bons investissements et des bons choix et que tu recommandes des bonnes boîtes, quoi. Nous, notre métier, c'est de recommander. On met en vitrine. C'est comme dans les réseaux de business angels. On met en vitrine des dossiers. Après, chacun décide individuellement de ce qu'il veut faire. Donc, on a un track record global, si tu veux, mais personne n'a investi dans peut-être mon frère, mais personne n'a investi dans toutes les startups que je proposais sur SoWeFund, par exemple. Ça n'arrive pas. Et ton frère, il s'en sort bien? Mon frère s'en sort plutôt bien en investissant dans toutes les startups. Mais par contre, s'il en avait sélectionné que 3 ou 4, peut-être que ces 3 ou 4, elle marcherait mal ou elle déposerait le bilan. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est qu'il faut mutualiser. Faut pas se dire j'investis dans une ou dans deux. Il faut se dire j'investis dans un portefeuille de sociétés. C'est comme quand vous allez en bourse, vous investissez pas sur une société. Vous diversifiez. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui marchent très bien en le faisant, mais c'est rare. C'est ça, exactement. Exactement. Ça peut toujours marcher. Ça, c'est la vraie martingale. Juste pour revenir sur tu vas me faire un tout petit cours pour être certain ou me confirmer ce que je vais dire. Dans les rounds d'investissement, tu commences généralement par ce qu'on va appeler le friends and family ou le love money, c'est pareil. C'est ça. Voilà. Ensuite, t'as le seed money. Donc c'est ce que tu dis. C'est l'amorçage. L'amorçage, de 100 à 2 millions, 200 à 1 million, enfin dans ces eaux-là. Après, t'as la série A, série B, série C, c'est ça? C'est ça. Généralement, les fonds d'investissement ont soit des poches de seed qui mettent donc souvent peut-être en plus de vous, ils vont venir avec 500, 600 K et puis vous mettez, vous allez chercher quelques centaines de milliers et en plus de quelques proches ou de gens qui ont participé au premier tour. Et après, série A, série B, c'est quasiment que des fonds professionnels, c'est ça? Alors après, il n'y a pas de règle absolue. Oui. Il y a toujours des poches dans les fonds. S'il y a un coup de cœur, ils peuvent investir dans un dossier plus jeune ou dans un dossier plus mature. Mais en réalité, les fonds aujourd'hui, comme ils sont structurés, il y a très peu de fonds d'amorçage. Ouais. Il y a très peu de fonds de pré-amorçage. Parce qu'en réalité, maintenant, aujourd'hui, l'amorçage, il commence plus à 500 000, 1 million pour ces fonds-là. Il faut qu'il y ait déjà du chiffre d'affaires. Il faut qu'il y ait déjà pas mal de garanties. Donc, en réalité... Il faut qu'il y ait déjà du chiffre d'affaires pour faire de l'amorçage. Il faut qu'il y ait déjà du chiffre d'affaires. Ouais. Pour les fonds d'investissement, j'ai l'impression qu'il y a des boîtes qui lèvent de 5 millions sur du paper money, quoi, sur un PowerPoint. Ça peut arriver, mais il faut regarder qui il y a derrière les entreprises. Si derrière les entreprises, il y a un serial entrepreneur qui a une nouvelle idée et qui a déjà fait gagner des millions à ses précédents investisseurs, oui, il va lever 10 millions assez rapidement, sans trop de difficultés. Si c'est un primo-entrepreneur ou si même c'est un serial entrepreneur mais qu'il n'a pas eu des énormes succès avant, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça dépend vraiment de la personnalité des entrepreneurs. Juste pour finir sur les fonds, tu as raison. Mais par contre, il y a aussi autre chose, c'est que nous, par exemple, on propose des dossiers en série A sur la plateforme pour permettre aux investisseurs de mutualiser et diversifier leurs risques. Tu vas prendre, c'est toujours un couple risque gain potentiel. Ouais. Tu vas prendre une jeune startup, elle va valoir moins cher qu'une boîte qui fait déjà 1,5 million de chiffre d'affaires. C'est logique. Donc du coup, quand tu vas investir 10 000 euros dedans ou 20 000 euros dedans, tu vas avoir une part du capital plus importante dans la petite entreprise vraiment qui démarre
que dans la boîte qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a déjà 50 employés. C'est tout ce jeu de levier, parce qu'en fait, ce que j'ai pas, pour finir le raisonnement tout à l'heure jusqu'au bout, après la série B, C, D, t'as l'introduction en bourse éventuellement, alors ça se fait plus beaucoup en France, j'ai l'impression que cette mode est passée, mais on va parler de Nasdaq ou de choses comme ça. Donc, en gros, ce que je voulais valider, mais ce que tu me dis m'explique que c'est de moins en moins vrai, puisque vous ouvrez des portes, vous n'êtes pas les seuls, mais en gros, au tout début, c'est quasiment aux gens à qui on parle aujourd'hui, ton réseau, tes potes, tes amis, des gens, voilà. Moi, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur le 1 et 2, peut-être, éventuellement le seed, ou non, le Friends and Family et le seed, éventuellement un peu le série A, sachant qu'après, en gros, je vais dire la porte est fermée, j'exagère, mais c'est vraiment c'est un peu le truc de professionnel. Alors évidemment, il y a des acteurs comme toi qui permettent de rentrer sur des tours plus tard en se mettant à beaucoup ensemble et en disant bah ouais, mais nous on arrive, on a quand même 1,5 million, donc est-ce que tu veux m'accepter ou pas? Et à chaque fois, vous créez une sorte de fonds, c'est ça? Tout le monde est dans une société, une structure financière commune, c'est ça? Voilà, quand on met un dossier sur la plateforme, on va créer une structure intermédiaire dont je suis le président, et cette structure-là va accueillir tous les investisseurs de 100 euros à ça dépend le montant qu'on fixe, mais ça peut être jusqu'à 20 000, 50 000, 100 000 euros, et ils investissent dans cette structure-là. Voilà. D'accord. Et du coup, j'avais évidemment du coup plein de questions là-dessus. Plus tu rentres tôt, on est d'accord. Bon, plus tu prends de risques, puisque généralement tu sais pas si tu as le chiffre d'affaires, donc tu mises sur des gens, voilà. Plus tu rentres tôt, plus t'as de parts généralement, en tout cas, voilà, sauf si quelqu'un arrive en face à te dire ma boîte, elle vaut quand même 10 millions d'euros. J'ai jamais rien fait, mais ça arrive, hein. J'ai une idée de merde et je vaux 10 millions d'euros. Mais voilà. Et à l'inverse, on l'a vu, alors ça plus sur mon podcast Génération Do It Yourself, mais une ou deux fois que rentrer trop, c'est-à-dire prendre 20% d'une boîte pour 20 000 euros. C'est débile aussi, parce qu'en fait, tu prends trop par rapport à l'entrepreneur qui va se mouiller. En tout cas, sauf si c'est une idée qui va gagner 300 000 euros par an, c'est peut-être pas idiot. Mais si l'objectif c'est d'en faire 30 millions, il y a un moment où en fait la règle un peu absolue dans les fonds, chez nous, chez tous les investisseurs, tu fais un round, tu vas lâcher entre 20 et 30% de ton capital, 20 à 35. D'accord. Voilà, c'est peu importe le montant. Et c'est un peu une règle tacite entre tous les investisseurs de la place, mais tout le monde le sait, hein, on peut le trouver partout. Et tu vas lâcher entre 20 à 35%. Si tu arrives à super bien négocier, tu vas lâcher 18. Si ta société elle est un peu en difficulté, puis tu as un gros besoin de financement, tu vas lâcher 35 quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Même si tu lèves 20 000 euros, c'est pour te répondre, c'est même si tu lèves 20 000 euros, c'est un peu ça l'idée. À chaque round, tu vas lâcher ce pourcentage-là. Donc c'est ça qu'il faut calculer quand on est entrepreneur. Parce qu'au final, il faut quand même que l'entrepreneur, il ait une part substantielle de l'entreprise. Ouais. Sinon, il va s'en aller. On a beau mettre toutes les conditions dans le pacte d'actionnaires pour faire en sorte qu'il s'implique à 100% dans la société. Et nous, c'est notre métier. On valide tout ça avant. On fait en sorte que l'entrepreneur soit à fond pour le développement de son entreprise. Mais s'il se retrouve avec 8% de la société, au bout d'un moment, il va s'en aller. Donc l'entrepreneur doit réfléchir à ça quand il fait des rounds. Et alors du coup, pour arriver dans le dur, comment tu fais pour alors peut-être, je sais pas si c'est trouver les pépites, mais comment tu fais pour raconte-moi les bases, quoi. C'est quoi les bases pour me dire déjà, je peux pas rentrer sur ce genre de marché avec 2000 euros au total, parce que, peut-être par des plateformes, mais en l'occurrence, souvent les tickets d'entrée sur du Love Money quand même, c'est pas 300 balles, quoi. C'est plutôt 500, 5 000, 10 000 euros, c'est ça? Si tu rentres en direct, c'est ça. 5 000, 10 000 euros. Moi, même, je recommande d'établir un ticket minimum au moins à 10 000 euros. Ouais. Il faut pas qu'il y ait une multitude d'investisseurs quand tu vas faire ta série A ou ta série B. Si t'as déjà 80 actionnaires en direct, le fonds d'investissement, il va avoir tendance à te dire, ça va être compliqué, cette histoire. Si derrière je suis co-investisseur avec 80 personnes, c'est compliqué à gérer. Donc il va des fois se dire ok, je vais faire sortir des investisseurs, je leur propose dès maintenant de les racheter. Alors un peu moins cher, mais au moins ils ont déjà fait une plus-value et puis ils peuvent sortir. Nous ça nous convient bien. Ou non, on va rester là, on va rester à côté du fonds d'investissement et le fonds va souvent se dire je vais pas investir en fait. Donc c'est vraiment aussi ça qu'il faut voir. Donc établir un ticket minimum logique. Environ 10 000 euros, moi, c'est ce que je conseille, me semble nécessaire, même en Love Money. Donc ça veut dire que moi, en tant qu'investisseur, si je veux rentrer sur ce marché hors plateforme, voilà, hors SoWeFund et consoeurs et confrères,
on doit rentrer avec un billet de 10K. Individuellement. Et en plus, il faut au moins multiplier ça par 5, 7, 8. C'était ma question d'après. C'est donc on est d'accord que normalement, tu le disais comme sur la bourse, c'est tellement risqué. Parce que sur la bourse, généralement, tu vas perdre 50%. Sur une start-up, on est d'accord que il y a quand même, je sais pas, est-ce qu'on a des statistiques, mais il y a quand même 5 chances sur 10, 6 chances, 7, 8 chances sur 10 que tu perdes 100%, en fait. Quand t'es 10 000 euros, faut quand même te dire que tu vas les perdre, quoi. Bah, y a pas, ça arrive très peu souvent, en effet, de faire une sortie négative partielle. Moi, j'ai un dossier où j'ai fait une sortie négative, on va se le cacher, elle était partielle. Et c'est pas très souvent. On a récupéré 28% du montant investi. La plupart du temps, c'est soit 0, soit je gagne. Donc du coup, il faut se dire, oui, il y a un risque de perdre la totalité de son investissement sur une participation. Donc tu peux pas rester à faire qu'une participation. Ce risque-là, il est entre 40 à 50% de chances qu'il y ait de dépôt de bilan. Les statistiques, c'est ça. En fonction des secteurs que tu choisis, en fonction des sociétés que tu finances et leur stade de maturité en amorçage, tu vas avoir 4 à 5 startups sur 10 qui, dans un délai de 5-6 ans, vont se casser la gueule. Et en plus, vont déposer le bilan. Et en plus, c'est souvent les premières. Puisque c'est sûr, quand t'investis, pour développer, pour revendre, il faut un peu plus de temps que pour déposer le bilan. Ouais. Et celles qui déposent le bilan, elles déposent généralement sous 3 ans après le round. Ouais. À partir du moment où t'as passé ce cap des 3 ans, 5 ans, pour une entreprise, c'est 2 caps. Pour une entreprise, ça change quand même la donne. C'est sûr, on est quand même beaucoup plus serein. Ouais. Et donc, c'est ça le calcul qu'il faut faire. Il faut se dire, et c'est pour ça que les plateformes sont extrêmement intéressantes, parce que quand tu mets 10 000 euros, tu peux mettre 10 tickets de 1 000 euros. Alors que si tu investis en direct, tu l'as fait le calcul. Il faut mettre au moins 50 000 euros, 60 000 euros, voire 100 000 euros pour être vraiment serein, se dire je fais 10 participations à 10 000 euros et puis je vois est-ce que j'ai fait les bons choix ou non. Tu peux très bien te retrouver avec les 10 participations qui déposent le bilan. Ça peut arriver, ça peut arriver. Là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a une littérature, il y a des ratios, c'est-à-dire te dire, alors un bon fonds, pas tous, mais en gros, tu te dis sur 10 investissements, il y en a, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais 4 qui vont se casser la gueule, qui vont faire 0. Il y en a 3 qui vont se rembourser plus ou moins, donc il en reste 3. 1, 2, 1, 8, voilà. Voilà. Il y en a un ou deux qui vont gagner, faire x2 ou x3, donc qui remboursent pas le reste. Et puis, il y en a une qui va tout péter, qui va faire x20. Et normalement, sur le total, tu vas faire x1,5, x2 ou quelque chose comme ça. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. C'est exactement ça, même les chiffres. C'est 4. Tu sais que 4, c'est sûr. Normalement, tu n'auras pas moins de 4. Alors, des fois, tu peux avoir moins, mais encore une fois, il n'y a pas de science exacte. Normalement, tu n'auras pas moins de 4 qui vont te faire perdre ton investissement. 3, tu vas récupérer 1, 2, 1, 5, 1, 8. Et sur les 2, c'était 2 champions. Et là, tu as dit x20. Mais le truc, c'est que potentiellement, t'en as un qui va te faire fois 35, fois 45. J'ai vu des investisseurs à moi, sur un de ces investissements, il a fait fois 1000. C'est ça aussi qui fait la différence. C'est que potentiellement, ça peut être énorme. Mais statistiquement, c'est ce que tu dis. Voilà, tu vas avoir 2 champions. Et c'est sur ces 2 champions que tu vas miser. Parce que même ceux qui vont te permettre de récupérer ta mise ou un peu plus, bon, en réalité, c'est pas extrêmement intéressant. Mais il faut toujours trouver des champions. Nous, sur notre plateforme, il y a des champions. Il y a des dépôts de bilan. Et il y a des boîtes qui sont middle. C'est normal. On est comme les autres. Et dans tous les fonds, c'est pareil. Alors, admettons que j'ai soit mis 10 000 euros chez toi, 10 fois 1000, ou soit 100 000 euros en direct, soit 1 million, 10 tickets de 100, peu importe. Comment ça se passe après? C'est-à-dire que je les investis, je fais un truc un peu virtuel, mais qui doit, je sais pas, en mettons 12-18 mois, tu vois. En fait, assez vite, tu vois quand même des tendances qui se dégagent. C'est-à-dire, tu vois qu'il y en a qui sont décevants. Il y en a évidemment, tout ce qu'on dit c'est assez virtuel, mais j'imagine qu'il y a quand même des schémas qui se répètent. Il y en a où tu vois vite que ça va bien marcher, il y en a où tu vois vite que ça va être compliqué. Donc évidemment, celle où c'est compliqué, alors je parle pas à la limite de l'opérationnel et de l'investissement que tu dois mettre toi-même si tu veux conseiller les gens, etc. Je crois qu'on va mettre ça de côté pour l'instant, mais sur celles qui mettons les 4 qui vont se casser la gueule, je les repère assez vite, non? Ouais. Oui, assez vite, ouais. Après, tu peux avoir des surprises, mais oui, assez vite. Et dans les autres, en fait, s'il y a des tours de table, mettons sur les 6 autres, ou 5, ou 4, faut remettre au pot? Alors, faut remettre au pot. C'est pas obligé. C'est mieux. Nous, on préfère. On fait des tours de refinancement aussi sur la plateforme. C'est le rôle d'un investisseur, c'est d'accompagner aussi l'entrepreneur.
Maintenant, il y a des cas où tu peux décider de ne pas remettre au pot. Oui. Tu penses que ça vaut pas le coup, ta situation personnelle fait que à ce moment-là, tu remets pas. Il y a des investisseurs qui décident de uniquement investir au premier tour. C'est leur stratégie, c'est le moment où c'est le moins cher. Derrière, ils remettent jamais au pot. C'est pas la majorité. Normalement, faut remettre au pot parce que aussi tu vas te faire diluer. Donc du coup, si tu as 1% de l'entreprise en mettant tes 20 000 euros, après derrière, tu as des investisseurs qui rentrent. Comme je disais tout à l'heure, tu perds dans chaque round au moins 25%. Mais toi, en tant qu'investisseur, tu perds 25% aussi. Tu passes de 1% à 0,75%. Donc normalement, et tu as le droit de le faire dans tous les cas, puisque tu as un droit anti-dilution dans le pacte d'actionnaires, tu peux réinvestir pour rester au moins à ce pourcentage-là. C'est ça qui se fait dans la majorité des cas. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire... c'est relou de réinvestir parce que tu dis attends j'ai déjà mis pas mal d'argent, mais en fait la stratégie inverse peut être et là je parle vraiment du côté de l'investisseur, hein, mettons à part l'entrepreneur, ok, j'ai dans mon pool d'investissement j'en avais 10, petit à petit j'en sors un peu, ceux qui marchent le plus, qui font des levées, en fait il faut que je maximise l'impact que je vais avoir parce que sinon j'aurais juste ce 1% ou ces 20 000 euros qui vont me faire une plus-value alors que j'aurais pu remettre 30, 40, 50, 200 000 euros. Donc maximiser le retour. C'est ça, remettre de l'argent dans les dossiers, tu sens qu'ils vont dans le mur, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Donc il y a souvent des bridges. Qu'est-ce que c'est un bridge? Un bridge, c'est un petit tour entre deux tours. C'est un pont pour aller entre deux tours de financement, entre le seed et la série A par exemple. Dans le cadre de ces bridges, souvent la valo, elle est pas forcément très élevée, elle est pas encore au montant de la série A, et peut y avoir une vraie opportunité. Mais des fois, tu as des bridges de survie où il faut, même si c'est dur, des fois dire non. Moi, j'y vais pas. Je sais que la société va peut-être aller au tapis, mais en réalité, c'est pas ton champion ou tes champions. Et c'est vraiment ça qu'il faut décider quand tu investis assez rapidement. En effet, tu le dis, en un an et demi, tu vois si tu y arrives, tu vois si la boîte elle se développe, tu vois s'il y a un potentiel, et tu vois s'il y en a pas. Et donc du coup, sur ces deux-là, oui, il faut que tu réinvestisses. J'ai juste un petit bémol à mettre sur certaines boîtes. C'est pas en un an. T'es obligé d'avoir plus de recul. Il y a des sociétés qui sont encore en phase de R&D et qui ont des phases de R&D très longues. Et donc du coup, il faut voir les spécificités de chacune des entreprises. Tu peux avoir de superbes surprises avec des dossiers qui prennent du retard sur leur R&D, et puis au moment où ils commercialisent, ça cartonne. Alors que au contraire, tu peux avoir des boîtes qui sont totalement sur le marché au moment où tu les finances, et tu te rends compte qu'ils n'arrivent pas à passer le cap commercialement, et du coup ils stagnent. Et quand tu stagnes, au bout d'un moment, tu chutes. Ça veut quand même dire que il faut absolument les suivre de près. C'est pas comme de la bourse où en plus t'as beaucoup d'informations un peu publiques, des obligations des sociétés de te donner des choses. Là en fait, si tu fais tes 10 investissements, ce qu'on est en train de dire là, faut le sentir, quoi. C'est-à-dire que c'est du gut feeling, c'est-à-dire que t'es vraiment dans un truc où l'entrepreneur, il y a des chiffres, mais je veux dire, il y a quand même, on peut être assez objectif quand même, mais c'est vrai, on fait confiance à l'entrepreneur. Après, faut les suivre, mais t'as pas un apport opérationnel dans l'entreprise. Tu peux donner des conseils, etc. Mais tu sais qu'au final, c'est dans les mains de l'entrepreneur. De temps en temps, tu peux être au comité stratégique. Nous, chez SoWeFund, on est toujours au comité stratégique. Enfin, la plupart du temps, quand on a notre place, on prend notre place au comité stratégique, ou on est invité au comité stratégique pour savoir comment ça se déroule, pour éventuellement apporter des contacts, du réseau, des compétences, pour faire en sorte que la boîte se développe. Mais toi, en tant qu'investisseur minoritaire, ça peut être un métier, mais c'est souvent un hobby d'investir dans des startups. En fait, tu veux juste de l'information. Quand tu investis dans un fonds, tu vas faire 20 participations, t'as aucune info sur les boîtes, et ça te dérange pas tellement. Là, c'est pareil. Tu investis dans 10 participations, tu as de l'info parce que ça t'intéresse. C'est culturel. Quand tu investis en direct, c'est que ça t'intéresse, les startups. Bien sûr. Et nous, c'est en ça qu'on fait la différence par rapport à d'autres solutions comme des fonds. C'est qu'il y a de l'info tous les 3 mois, et puis tu vas savoir qu'ils viennent d'embaucher 2 nouveaux salariés, qu'il y a un énorme problème sur leur prototype, que c'est à jeter, qu'il faut tout recommencer, ou qu'ils viennent signer un énorme contrat. Et ça te permet de te dire, ok, la boîte, elle avance. Et si elle me redemande des fonds, j'y vais ou j'y vais pas. T'es en train de me faire peur sur un truc. En fait, je viens de réaliser quelque chose sur cette pyramide là. C'est que donc si jamais je la rends à l'envers. Imagine, t'es rentré. C'est toi qui me fais peur, je stresse. T'es rentré dans ces 10 startups en seed, en love money, enfin très tôt, ok. Sur les 10, t'en as
bon, ces 4 fameuses qui périclitent. Ouais. T'en as 2, 3, puis il y en a qui commencent, on va dire, il y en a 2 qui arrivent en série A ou série B, qui mettent à lever beaucoup d'argent. Maintenant, je me mets dans ces 2-là. Ouais. Quand je suis un fonds d'investissement, il a sa même pyramide, lui. Il a ses 10 boîtes. Donc, il en a 4 qui vont rien faire ou qui vont se casser la gueule. Et toi, si t'as ta boîte qui est pas dans la première ou dans ce haut de panier, en fait, ton 10%, eh ben, il va probablement être partir à la casse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand tu es dans le fonds d'investissement, ouais. Mettons, je sais pas, Ring, Sophie Nova, des gens comme ça, ils rentrent dans des boîtes, ouais. Et eux, ils ont aussi leurs 40% qui vont à la caisse. C'est ça, ouais. Mais toi, quand t'arrives dans cette, en gros, si je compare ça à une ligue de foot, par exemple, ah oui, t'as commencé, ok, j'ai compris. T'es rentré en division d'honneur ou je sais pas quoi. Sur tes 2 champions, il y en a encore un qui va rechuter. Ouais, après son tour de dev, ouais. Son tour de Serie A ou son tour de Cap Dev. Tu as raison. Après, les statistiques en Cap Dev sont en effet un peu plus basse, parce que là, pour le coup, quand t'es en cap dev, tu sors rarement à 0. Tu sors plutôt un pourcentage de ce que t'as mis. Et du coup, alors, on a vu à peu près voilà, les ratios et comment tu peux rentrer. Avant d'aller un peu sur juste les effets dilutifs que j'aimerais juste analyser un peu, c'est quoi pour toi les choses qui te donnent envie de rentrer dans ces 3 à 5% de startups que tu sélectionnes dans lesquelles vous allez? Pourquoi on sélectionne celle-là et pas d'autres? Ouais. Alors, nous, il y a critères, je te cite 5, 10, je n'en sais rien. Il y a plusieurs critères. Déjà, on va faire une petite exception avant. Nous, on fait des sociétés à fort impact sociétal, environnemental. C'est l'impact investing, c'est une tendance qui est de plus en plus forte et c'est très bien. Donc, tu investis dans une entreprise qui est viable et qui va te permettre de gagner de l'argent, mais tu investis aussi dans une entreprise qui s'engage, déjà qui a une mission à fort impact sociétal ou environnemental, donc qui change le monde un petit peu, et qui s'engage à respecter pas mal de critères éthiques supplémentaires que ce qu'on met dans un pacte d'actionnaires traditionnel. Donc nous déjà, on a un focus là-dessus, et sur ces sociétés-là, on va les suivre. Elles vont avoir besoin de nous faire des reporting sur leur impact annuellement. D'accord. Donc ça, c'est un plus quand on vient nous voir. Maintenant, ça veut pas dire qu'on fait que des dossiers comme ça. On en fait 1 sur 5 avec le label, le tampon impact. Après, qu'est-ce qui nous donne envie d'y aller? Clairement, c'est quand on voit que les entrepreneurs ils sont bons. Que du moins on pense que les entrepreneurs ils sont bons, parce que c'est compliqué en faisant 3-4 rendez-vous, des appels téléphoniques, etc. d'être sûr que la personne est compétente et va être capable de développer la société. Mais quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire, on arrive à se projeter, se dire qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire après. Donc c'est important d'aller voir les investisseurs quand on a fait des choses. Aller voir les investisseurs, comme tu disais tout à l'heure, juste sur un PowerPoint, au final ça marche pas parce que t'as pas de preuve, t'as aucune preuve, t'as 0 preuve. Tout à l'heure on disait il y en a qui lèvent 10-20 millions. Mais oui, et parce que l'investisseur il a la preuve que l'entrepreneur est bon, pas que la société est bonne. Ouais. 70% de la décision c'est est-ce que tu vas me prouver que t'es bon. Si t'es bon, à la rigueur ta boîte, peu importe. De toutes les manières, on va investir, tu vas voir que ça marche pas, tu vas pivoter, tu vas faire autre chose, et parce que t'es bon. Et ça c'est le premier point. Après, on regarde quand même les projets, on regarde la viabilité des projets, ce qui a été fait, est-ce qu'il y a déjà du chiffre d'affaires? Tu sais qu'il y a pour juste justifier ce que tu dis, je crois qu'il y a des fonds aux États-Unis qui investissent, alors c'est très élitiste, je sais pas si je soutiens ce genre de choses, mais qui investissent les yeux fermés dans tous les projets qui leur sont présentés par des gens de la Ivy League, enfin des plus grosses universités américaines. Donc ils se disent ok, on part de ce principe, donc ils sont bons en termes de statistiques. Si j'investis de l'argent dans tout ça, je reçois un projet de quelqu'un qui sort de Harvard ou Princeton, et bim j'y vais, peu importe. Et puis sur le volume, je gagnerai quoi. Comme quoi. Hein. Ça marche. De toute façon, encore une fois, sur le volume, normalement, à partir du moment où tu diversifies, et que tu sélectionnes évidemment, tu n'investis pas dans toutes les boîtes qui te sont présentées. À partir du moment où tu diversifies, ça marche. Et puis là, c'est une preuve qu'ils sont bons puisque c'est les top schools américaines. Donc je trouve pas ça idiot comme stratégie. L'humain, d'accord. L'humain, c'est essentiel. Et c'est comment est structurée l'équipe. Un investisseur, un entrepreneur seul, c'est compliqué. Il faut quand même une équipe de fondateurs. Souvent, on se dit quand il y a trop de fondateurs, c'est pas bien. Moi, j'ai du mal avec ça en réalité. Moi, ça me dérange pas trop. Maintenant, s'il y a trop de fondateurs, le problème, c'est qu'ils vont être trop dilués. Et au bout d'un moment, t'as une
t'as un risque de perte d'implication. Mais si ça marche entre eux et s'ils se font confiance et s'ils vont au bout ensemble, ça peut très bien marcher. Il y a des superbes histoires comme ça. Vente privée, ils sont beaucoup de cofondateurs. Il est pas seul. Et voilà. Pour moi, c'est l'humain. Le premier point, c'est l'humain. Mais après, on regarde évidemment le marché. Ce qui nous intéresse, c'est des gens couvrent de nouveaux marchés, qui les créent. Parce qu'il y a personne et que c'est là qu'on disrupte, et quand on innove, on doit souvent être sur des nouveaux marchés, et on doit derrière après se dire, est-ce que ce marché peut exister un jour? C'est ça notre boulot, c'est de regarder, est-ce que ce marché peut exister un jour? Est-ce que ça peut intéresser des gens? Et à partir de ce moment-là, on voit, ça peut intéresser des gens. Oui, non. Il m'a prouvé que ça en intéressait. J'y vais pas. C'est ça, parce que moi, je vois quand même des entrepreneurs qui arrivent, qui me disent, regarde, je suis en train de créer ce machin, il y a pas, le marché n'existe pas, etc. Et moi, en fait, 9 fois sur 10, ça me fait plus peur. C'est normal, il n'existera jamais. Parce que c'est un marché de merde, ou parce que voilà, et en fait, de temps en temps, ils ont raison, et 5%, on sélectionne 5% des dossiers. Tu vois, 9 fois sur 10, on pense la même chose. On dit, OK, c'est super ce que tu veux faire, mais en fait, tu le vendras jamais. Donc, si tu le vends jamais, ça nous intéresse pas trop. Les ruches d'abeilles sur Mars, il y a personne qui est dessus, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, ça a un gros potentiel. Gros potentiel. Et d'accord. Et donc, on dit l'humain, le marché, des choses comme les business plans. J'ai l'impression que c'est quand même un roman à chaque fois. Ça sert à quoi? Mais en fait, tout ce qu'on fait quand on fait une due deal, c'est pour vérifier que les gens sont capables de développer une entreprise. Pour développer, et structurer une entreprise, il faut bien avoir un tableau de bord. Il faut bien suivre sa trésorerie. Faut bien savoir où on en est tous les jours. Faut bien avoir une idée de ses marges quand on va par tel canal ou tel canal de distribution. En fait, tu sais faire un business plan. N'importe qui sait faire un business plan. C'est mettre des hypothèses. Après, c'est une thèse, en fait, un peu. C'est genre quelque chose, voilà, on sait que ce sera pas respecté, mais tu nous montres que t'as réfléchi à un truc, tu t'es projeté, et qu'il y a du sens dans tout ce que tu fais, quoi. Et que ton business, il est structuré. Je parle du business plan financier. Un investisseur, il regarde quasiment que ça, ok? On nous envoie des pitch decks, on nous envoie des romans, business plan stratégique, etc. C'est intéressant, on les lit, évidemment, et on challenge les entrepreneurs là-dessus. Mais le business plan financier, t'as énormément d'onglets, et puis il y a un onglet, c'est les hypothèses. Tu sais remplir l'onglet hypothèses, t'as toutes les hypothèses de ton business, ok, là t'es sérieux, t'es solide. C'est ça l'objectif. Pour revenir sur notre sélection, moi aussi il y a une partie où on sélectionne beaucoup, et c'est toujours pareil, c'est pour voir est-ce que l'entrepreneur va être en capacité d'aller plus loin, et est-ce que ça va bien se passer la relation. C'est sur la négociation du pacte d'actionnaires. Nous on négocie pour le compte de nos investisseurs les pactes d'actionnaires, donc il y a des clauses qui sont nécessaires pour le respect des investisseurs. Par exemple, il y a une clause de liquidité. C'est-à-dire que l'entrepreneur s'engage à un moment à trouver une solution de sortie pour les investisseurs, de revente des parts des investisseurs. Et là, il faut définir à quel moment. Et c'est obligé, on doit la mettre. Il y a des clauses qui sont essentielles. Et si ça clash dans les discussions, entre guillemets, ça clash. Je pas encore du main. Mais si ça clash dans les discussions avec les entrepreneurs ou avec leurs conseils, c'est que ça marche pas en réalité, parce que nous on n'abuse pas, on sait ce qu'on fait, on n'abuse pas. Sofund a également des actionnaires, et j'ai également signé un pacte d'actionnaires. Donc on sait ce qu'on fait. Et si ça clash, on voit que l'entrepreneur il est pas suffisamment ouvert. D'accord. Humain, le marché, le business plan, d'autres choses, c'est des signaux, des. Après, on regarde tout. Donc tu regardes la stratégie commerciale. Est-ce qu'ils ont vraiment un réseau de distribution? Ça, c'est souvent essentiel. Quand ils viennent chez nous et s'ils ont rien, s'ils ont dit j'ai juste le produit, mais je sais pas où je vais le vendre, c'est pas terrible. Il faut déjà avoir une idée, même si ton produit sort dans 6 mois, de où est-ce que tu vas le vendre, comment tu vas le vendre, c'est quoi ta stratégie. C'est d'abord 2-3 magasins test. Voilà, il faut que ce soit structuré. Et des gros red flags, t'en as? Des trucs qui te font dire directement ça c'est no-go? J'en ai. Déjà il y a des secteurs sur lesquels on va pas nous, parce que ça respecte pas nos convictions. Donc ça c'est le premier lieu. Après oui on en a, mais c'est exactement tout ce que je te disais. C'est le gars qui va t'envoyer un business plan qui c'est une demi-page, il y a rien dedans, et il sait pas structurer. Encore une fois, à 95% des dossiers, on les voit pas. Après, il faut avoir tendance à être très attentif au discours et bien vérifier. Si le gars il te ment une fois, c'est fini. Et c'est fini, et ça c'est
important de le comprendre, c'est fini même après. Une fois que t'as investi, s'il te ment une fois un comité, et derrière, il va se rattraper, il va essayer de résoudre la situation, et des fois, il y a de très bonnes explications. Mais non, tu peux pas mentir à un de tes investisseurs ou à quelqu'un que tu veux convaincre d'investir. C'est pas possible. Ça, c'est un red flag assez important. Dès qu'il y a un breach de confiance, tu te dis, là, il faut pas y aller, quoi. Et des fois, on arrive à le faire dans l'instruction. Mais des fois, si t'as un bon menteur en face, malgré toutes tes vérifications, si c'est bien fait, ça va pas marcher et tu vas investir quand même et ça va se développer, mais c'est pas comme tu voudrais, quoi. Sachant que c'est compliqué parce que t'as une grosse mode en ce moment ce que t'appelles du côté entrepreneur le fake it until you make it, tu vois, donc où tu vas mettre en avant des tas de choses, donc t'exagères un peu les trucs. On exagère tous, c'est comme quand ils ont dit au début, c'est comme le titre du podcast du jour, faire fortune ou quelque chose comme ça en investissant. On gagne de l'argent en investissant dans les startups. Après, on peut pas dire oui, on fait fortune, on fait pas fortune à tous les coups. Il y en a qui font fortune, hein. Mais c'est pas tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai, j'en connais quelques-uns qui sont rentrés en seed dans Price Minister ou là récemment des copains qui sont dans Lydia par exemple, premier tour, c'est fou. Et c'est vrai qu'il faut les trouver, mais souvent ils en ont fait plusieurs et ils se sont pris des gamelles. C'est sûr, c'est toujours pareil. Un fonds qui a un énorme track record, il a investi dans plein de boîtes, donc il a toujours des champions qui sont super bons, mais il a toujours des gamelles. Toujours des gamelles statistiquement. Il a toujours 40 à 50% de gamelles totales. Est-ce qu'il y a un côté, alors c'est de l'humain probablement, mais très irrationnel. Est-ce que quelqu'un que tu sens pas, même si son idée est bien, qui te le présente bien, mais je sais pas, il y a un truc tu le sens pas, je sais pas, il te regarde pas bien dans les yeux, tu vois, ça doit arriver, tu t'en vois plein. Ça vous arrive de dire j'y vais pas, je le sens pas? Ouais, ça arrive. Il y a du subjectif à ce niveau-là. C'est sûr que ça arrive. On se dit pas c'est juste parce que je le sens pas, mais ça a dû arriver. Après, on n'est pas amis, on se dit pas c'est des personnalités qui sont très proches de nous, on pense qu'il va y arriver parce qu'il a l'air sympathique. C'est pas du tout un critère. Il y a plein d'entrepreneurs, je suis sûr que on n'a pas du tout les mêmes caractères, on s'en pas bien. Mais à partir du moment où ça fonctionne avec son entreprise, il y a pas de raison, c'est pas du tout un critère, mais c'est sûr ça a dû arriver. Sachant que tu vois dans les plus grosses capes boursières mondiales, tu prends Steve Jobs, c'était un gros con. Ouais. J'exagère un peu, mais en fait, je crois pas tant que ça d'ailleurs. Ça se dit quand même beaucoup, ouais. Et il fallait quand même le suivre et voilà, même que tu sois employé ou actionnaire. Mais en revanche, je pense que ceux qui étaient là très tôt, ils sont pas mécontents. Donc c'est pas très simple de se dire je peux pas investir parce que ça a l'air d'être un gros con ou que je le sens pas. D'accord. C'est pour ça que ça arrive pas souvent, je pense. Mais je suis certain que ça a dû arriver. Là, j'ai pas d'exemple en tête. Ouais. Donc c'est pour dire que ça arrive pas souvent. On voit 700 dossiers, 800 dossiers par an. Tu me le dirais si t'avais un exemple en tête? Ah ouais, lui c'était un gros con, je pouvais pas le voir. Non, je rigole. Alors là, je voulais juste faire un petit point sur la dilution. Parce qu'en effet, quand tu rentres très tôt, alors moi je suis plutôt généralement dans des cofondateurs, donc je suis même prêt. Souvent on a l'idée sur notre approche. Nous, on paye le capital social. Voilà, donc on rentre vraiment très tôt en cofondant ou en fondant des boîtes, et puis après on fait même rentrer des opérationnels. Mais il y a quand même un côté très frustrant, quoi. C'est-à-dire que t'arrives, tu vois, là, si je prends mon cas, j'ai 100%. Au début, je fais rentrer les opérationnels, ils prennent 30% au fur et à mesure. Puis après, je fais rentrer, et puis tout le monde se relue, et puis moi, je me fais massacrer. Même les investisseurs, ils préfèrent que ce soit toi qui se relue plutôt que les opérationnels. Que toi qui va te diluer, sur les rounds suivants. Exactement. Et donc, du coup, j'ai vraiment l'impression d'être le dindon de la farce. Et quand tu rentres très tôt, comme ça, en Friends and Family, Love Money, t'arrives dans une boîte qui vaut, je sais pas, tu vas mettre, qui vaut 500 000 euros, et puis quand elle en vaut 50 millions, alors mettons que tu prends, allez, avec tes 50 000 euros, tu prends 10% de cette boîte, qu'en vaut 500 000, pardon, quand elle en vaut 500 millions, tu te dis comme ça, j'en ai 10%, j'ai fait fois 10 000, voilà. Et en fait, à chaque fois tu t'es dilué de 25%, voilà. Et du coup, t'as quand même en effet cette vision de te dire elle va valoir beaucoup et je vais faire un max de max, et en fait quand même les très beaux rendements, c'est combien? Les très beaux multiples. Ouais. On va dire. Ouais. À partir de x20, on est quand même sur un très beau multiple en amorçage.
Voilà, parce que si tu restes pas 15 ans dans la boîte, si tu restes en 8 ans, on va dire, t'es sur un beau multiple à partir de x20. Là, il y a des histoires à x35, x38, là, qui sont en train de tous réinvestir parce que t'as un avantage fiscal à réinvestir quand t'as gagné de l'argent en investissant. Parce que tu dois payer un impôt sur la plus-value. Si tu réinvestis, tu le payes pas, tu le décales dans le temps. Donc, il y a beaucoup d'histoires de sortie en ce moment à x35, x38 et beaucoup d'investisseurs qui sont en train de réinvestir. Mais ce débat-là, on l'a souvent, il y a des investisseurs aussi qui ont cette sensation de se dire, ouais, mais on avait 10%, 15%, 20% avec la holding, et là, ils refont un tour de 2 millions d'euros, et du coup, on se dilue, on n'a plus 20%, on a 17, 10, 15, ça dépend du montant du tour, de la valorisation qui est établie. Mais moi, en fait, je pense pas que ce soit le bon raisonnement, parce que le pourcentage, c'est vraiment pas important. En réalité, t'as un coût de l'action. Moi, je rentre, mon action, et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Mon action, elle vaut 100 euros. Voilà, quand je rentre, elle vaut 100 euros. 2 ans plus tard, je refais un tour, elle vaut 1070 euros. Voilà, les nouveaux investisseurs, ils payent 1070 euros. Et puis quand tu revends, ton action, elle vaut 12 000 euros. Toutes les 5 actions que tu as achetées, tu les revends chacune 12 000 euros. En effet, tu t'es dilué, mais c'est pas gênant. En réalité, si tu regardes uniquement le coût de l'action. Et en réalité, c'est comme ça. Faut regarder la valeur absolue, pas la valeur relative. Oui, dans la vraie vie, c'est comme ça. T'achètes un appartement, c'est un bien, c'est un appartement, et il a une valeur. Et puis, elle progresse. C'est pas l'appartement par rapport à ton parc immobilier, parce que t'as 8 appartements, et du coup, c'est un pourcentage de cet appartement qui est pas important. Donc voilà, c'est juste la valeur relative. J'achète une action, elle a un prix, 100 euros. Moi, mon objectif, c'est qu'au final, elle en vaut 20 000. Comme tu l'as dit, pour faire continuer l'image, si tu arrives à avoir un étage de plus qui fait la même taille que le premier, que tu doubles la taille de l'appart, mais que tu as 75%, oui, tu as plus 100%, mais tu as quand même 75% du double, quoi. Donc, exactement. Voilà. Non, faut vraiment voir en valeur absolue. Je suis tout à fait d'accord. Et des fois, ça freine, des fois, ça freine les investisseurs qui veulent pas que les entrepreneurs fassent un nouveau tour. Mais non, en fait, parce que ça permet de développer l'entreprise. Et alors des fois, c'est pas utile, en effet. Des fois, moi aussi, je dis, c'est pas utile de faire un nouveau tour. Continue, développe, et après, on verra. Mais en réalité, ça permet juste de refixer une nouvelle valeur à ton action. Et au final, tu vends ton action à un certain prix. Voilà. Pour finir, 2 points de prise potentielle d'argent autour de ça. On compte pas sur des dividendes dans des startups. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Moi, avant, j'étais DG de Paris Business Angels, qui est un des plus grands réseaux de Business Angels en Europe. Donc, j'ai vu énormément de dossiers. Là, depuis 5 ans, je suis fondateur de SoWeFund. J'ai dû voir 2 dossiers qui servaient des dividendes. D'accord, donc on ne compte pas sur des dividendes. Ah. Ok. Et en revanche, il y a toujours à l'entrée, en revanche, des bonifications fiscales, des bonifications, enfin des fiscs et des choses comme ça. Pas toujours, mais la plupart du temps, il y en a. Historiquement, ça pouvait aller jusqu'à 75% de l'investissement sur l'ISF. Ouais. C'était la loi TEPA 2007. C'était Nicolas Sarkozy qui avait mis en place ça. C'est descendu à 50%, et puis maintenant l'ISF a disparu, donc il y a plus sur l'IFI, il y a pas d'avantage fiscal. Mais par contre, sur ton IR, quand tu investis, tu vas pouvoir défiscaliser 18%, alors avec certaines contraintes de plafond, mais tu vas pouvoir défiscaliser 18% du montant. Donc tu mets 1 000 euros, tu vas récupérer à la fin de l'année en crédit d'impôt 180 euros. D'accord. Donc c'est voire 250 euros, mais ça doit être validé par la Commission européenne. Je te passe des détails. Mais donc du coup, il y a un avantage fiscal à l'entrée. Il y a un autre avantage, c'est celui que je disais, si tu as gagné de l'argent, tu dois payer un impôt sur la plus-value. Et de combien? Qui est en fonction, il y a la flat tax maintenant, elle est à 30%, mais voilà, en fonction historiquement, t'avais des plafonds, des seuils, c'est très compliqué. Je suis pas conseiller fiscal, mais c'est assez compliqué. Et donc ça, si tu réinvestis, tu vas pas le payer, tu vas le payer plus tard. Donc ça, c'est aussi un avantage quand même fiscal intéressant. Et pour finir, il y a un produit qui s'appelle le PEA et le PEA PME. Tu peux investir dans des actions cotées d'ailleurs avec le PEA, mais ça te permet du coup de ne pas payer la plus-value du tout jamais si tu investis via ce compte spécifique qui est pour prendre des actions, des participations dans des sociétés. Donc tu peux rentrer dans une start-up via un PEA. Ouais. Et c'est pas un montage compliqué pour la start-up. C'est toi de ton côté de faire l'effort. Pour la start-up, il y a pas de différence. Ouais. Il y a une petite différence. Il a un papier envoyé tous les ans. Toi, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu contactes ta banque, tu dis j'ouvre un PEA. Tu la sélectionnes bien parce que les frais sont importants pour chaque opération. Tu ouvres un PEA et après, au moment où tu investis,
c'est un peu plus complexe. C'est la banque qui doit faire le virement. Tu peux pas le faire toi. Ok. Voilà. Mais c'est un produit qui est extrêmement intéressant. Tu ne paieras pas la plus-value. Tu me fais me rendre compte que je l'ai fait déjà dans une boîte en fait, via un PEA. Mais je l'ai fait qu'une fois. J'ai oublié pour le reste. Écoute, c'était hyper riche en enseignement. Je vais pas devenir milliardaire en investissement dans les startups, c'est quand même un peu ce que tu me dis, quoi. Non, tu peux devenir milliardaire, tu peux faire des multiples, tu peux gagner de l'argent et c'est utile. C'est utile pour la société. En fait, si je veux devenir milliardaire, il faut que j'investisse tout dans une seule qui cartonne. Voilà, c'est compliqué de devenir milliardaire. Mais ne faites pas ce que je viens de dire. Voilà, mais il faut absolument pas faire ça. Pas d'un conseil. Mais d'accord. Donc oui, parce qu'évidemment, hein, plus tu en fais plein et plus tu vas diviser le risque, donc diviser aussi le retour, quoi. Ok. Et ben Georges Viglietti, donc SoWeFund, on trouve tout sur sowefund.com. Exactement. Voilà. Je remercie à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de bien vouloir noter ce podcast et le partager aussi avec des amis, des gens avec qui vous co-investissez ou vous voulez investir ou voilà. On a bien besoin de ça pour la martingale et au passage je remercie aussi OTA Capital pour sa confiance pour la production de cette première année. À bientôt Georges et merci pour ton temps. Merci d'avoir écouté La Martingale. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 2 minutes, merci également de lui donner 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur un environnement Apple. C'est important pour faire émerger ce podcast dans les classements. Nous revenons dans 15 jours avec un nouvel épisode. Je tiens à remercier particulièrement OTA Capital, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. N'hésitez pas à faire un premier rendez-vous avec OTA Capital et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pourrez les contacter directement sur leur site internet ou sur le mail lamartingale@ota-capital.com. Ce podcast est produit par Cosa Vostra. Je remercie toutes les équipes de production, en particulier Camille, Fatma et Dalanda.